Salut à tous les tacticiens et les tacticiennes, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au choc qui a opposé l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux, mais également André Villas-Boas et Paulo Sousa qui nous ont offert un vrai match dans le match, avec deux styles qui se ressemblent mais avec surtout des ajustements en cours de match qui ont permis de modifier totalement la physionomie de cette rencontre. Ça a été super intéressant et on analyse ça tout de suite sur Football Tactique. Bienvenue pour l'analyse. On va commencer tout de suite par les schémas de jeu. Les schémas de jeu quand l'équipe de Marseille a la balle et quand l'équipe de Bordeaux n'a pas la balle, parce qu'avec l'équipe de Bordeaux, ça bouge un petit peu quand ils ont le ballon. Donc là, on voit très bien que c'est un 4-3-3 côté marseillais et un 4-4-2 en ligne côté bordelais. Donc assez simple et pas de surprise dans les schémas de jeu. Dans les joueurs, oui, parce que par exemple, il y a eu l'absence de Benedetto du côté de Marseille, mais dans les schémas, il n'y a pas eu de réelle surprise. Ensuite, et ça j'aime bien, pour analyser, rentrer un peu plus en profondeur, vous voyez que les joueurs de Bordeaux, quand ils ont la balle, ils utilisent tout le terrain. C'est-à-dire que si on divise le terrain comme ça en 1, 2, 3, 4, en 5 zones, donc extérieur, axe intérieur, et axe extérieur plutôt, et axe donc dans le centre, et puis les axes extérieurs et extérieurs, il y a un joueur par couloir. Et donc ça c'est intéressant parce que ça oblige l'adversaire à défendre sur toute la largeur du terrain, et forcément ça crée des espaces entre les lignes. Mais on va voir que les Marseillais sont plus ou moins dans le même style, avec des joueurs ouverts, des joueurs un peu plus fermés. Là par exemple il y a Amavi qui demande couloir, Sakai qui demande couloir et beaucoup de monde à l'intérieur, donc pareil ça oblige l'équipe adverse à s'ouvrir ou à laisser des joueurs libres. Là par exemple on voit que Amavi est totalement libre sur son couloir gauche. Ensuite, sans ballon, le pressing marseillais donc s'organisait un peu dans un espèce de 4-4-2 avec Rongier ou Sanson qui allait presser et les deux joueurs qui restaient. Mais c'était pas un pressing qui était haut mais pas très très haut et qui était plus finalement dans l'occupation des espaces plutôt que dans vraiment le pressing d'aller chercher l'adversaire. Sur la construction, les Bordelais, eux, laissaient deux joueurs derrière la ligne de milieu de terrain, derrière en tout cas les deux milieux centraux qui étaient Rongier et Sanson. Donc là en plus Sanson sortait et ça a laissé un espace, et que ce soit Ali ou Depréville utilisait l'espace dans le dos pour recevoir le ballon. Et c'était là que commençait toute la construction bordelaise en première mi-temps, parce que Sakai ne savait pas s'il devait sortir ce jour-là ou se concentrer sur le joueur extérieur. Camara se retrouvait finalement avec deux joueurs dans sa zone et avait du mal à savoir comment aller chercher, qui aller chercher, comment couvrir cette zone-là. Et on voit que par exemple sur le but bordelais, c'est comme ça que va naître l'action. Là on voit par exemple, je crois pas que c'est l'action du but là, mais on voit que Depréville se retrouve tout seul et peut recevoir le ballon dans une zone absolument libre, parce que Amavi devait surveiller Sabali. Camara, lui, il était un peu le cul entre deux chaises, à savoir je vais sur Adli qui est là aussi dans cette zone là, ou je vais chercher Depréville et le coller un peu plus, donc ça crée le doute chez l'adversaire. Et donc là c'est l'action du but, Depréville donc a reçu le ballon ici, Camara est venu fermer sur lui, il a pu trouver Madja qui en plus avait fait une bonne diagonale pour ouvrir l'espace, Sakai reste un peu sur le doute de zut, moi j'ai mon couloir gauche, Benito qui est là, qu'est-ce que je fais? Adli a une zone absolument énorme, Rongier aurait dû venir fermer et s'aligner avec Camara pour fermer cet espace-là, il ne l'a pas fait et a laissé l'espace ouvert, espace où, comme vous le savez, Ali a pu récupérer la balle et tirer au but, après la frappe à 20-25 mètres, voilà. Mais en tout cas, il avait la zone pour frapper et pour avoir, en tout cas, il a eu le champ libre pour frapper au but sans trop de difficultés. Alors là, je vais revenir sur une thématique qui me tient à cœur, sur laquelle je vous ai déjà parlé, c'est le contrôle dans le bon espace. Ici, on voit que par exemple Depréville, toujours dans cette zone-là, reçoit le ballon et Camara vient le coller. Otavio s'en rend compte et vient demander le ballon donc derrière la ligne de milieu de terrain, alors que Tchouaméni est resté dans cette zone-là. Donc là, il y a deux joueurs bordelais pour finalement un seul joueur de l'Olympique de Marseille.
C'est Koscielny à la balle, bonne qualité technique. Il va réussir à trouver Tchouaméni qui a, vous voyez ici, tout l'espace ouvert. C'est-à-dire que s'il contrôle pied gauche et qu'il oriente son corps vers la zone ouverte, il peut effacer 1, 2, 3, 4, 5 joueurs marseillais en un seul contrôle et avec une seule passe. Le souci, c'est qu'il va recevoir le ballon de dos et donc Rongier va pouvoir venir fermer sur lui. Sanson va venir fermer et l'action est morte. Alors que vous voyez, s'il avait contrôlé dans l'autre sens, il aurait effacé tout le bloc et ça aurait pu être une action très très dangereuse pour les Bordelais. Ensuite, un petit détail qui a été très intéressant, c'est les changements entre Amavi et Payet. Amavi demandait beaucoup le ballon dans l'axe du terrain et c'était Payet. Pourquoi? Parce que avec le schéma de jeu, comme vous voyez, où les Bordelais fermaient beaucoup le côté ballon et laissaient ouvert le côté sans ballon, Payet en recevant pouvait rentrer dans l'axe et finalement c'était Amavi qui allait faire une diagonale dans le sens opposé, ce qui allait créer des décalages et les joueurs adverses allaient avoir du mal à couvrir, à défendre cette zone-là. Donc là vous voyez par exemple Payet reçoit le ballon, Amavi attaque et va faire une diagonale dans cette zone-là. Et donc il va créer ce décalage et ils vont réussir plus d'une fois à créer du mouvement et à créer des espaces dans la défense bordelaise. Encore une fois, Payet ouvert côté gauche et Amavi qui joue pratiquement en milieu-centre. Autre chose intéressante, c'est toujours ces dynamiques et cette volonté de créer des espaces par le mouvement. Chose par exemple, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, la vidéo à propos de Lyon, pourquoi Lyon est si mauvais en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de mouvement. Pas de mouvement pour créer aussi des espaces pour les coéquipiers. La Sarr va venir demander le ballon plus bas, alors qu'il aurait pu faire un appel dans la profondeur, mais il va venir demander et faire cet appel pour recevoir le ballon ici, et il ne va pas recevoir le ballon, parce que Rongier va jouer dans l'espace, parce que Benito a suivi Sarr, il va jouer dans l'espace pour trouver Sakai, qui lui a le couloir lancé, et où il va pouvoir être beaucoup plus dangereux que si Sarr l'avait reçu avec Benito qui le colle au basket. Pareil ici, beaucoup de mouvements. Vous voyez que Germain est dans cet espace, dans cette zone-là, etc. Et du coup, Rongier va venir s'intégrer en tant que deuxième attaquant et faire une diagonale assez dangereuse dans le dos du milieu défensif et qui va surprendre un peu la défense centrale. Et toujours Payet à la baguette. Il a été absolument extraordinaire dans le jeu de passe. Ça a été vraiment une métamorphose cette saison. C'est assez impressionnant. Deuxième mi-temps, et c'est là que ça va devenir intéressant parce qu'on a vu tous les points positifs et tous les points positifs et ou négatifs des deux équipes, et on va voir comment Marseille, qui perdait à la mi-temps 1-0, a réussi à contrer finalement le jeu mis en place par Paulo Sousa et comment André Villas-Boas a trouvé les clés pour réussir à battre. Donc déjà le premier changement, c'est que Payet, de par sa qualité technique, va venir jouer dans cet espace-là, dans cette zone-là, et c'est Amavi qui va prendre le couloir. Deuxième chose, le pressing va être beaucoup plus intense. Le pressing va être beaucoup plus important sur la dernière ligne et on va empêcher, de par le pressing et de par l'intensité qu'on va y mettre, de trouver les joueurs qui sont libres. Ici, dans cette zone-là, par exemple, vous voyez que sur la première mi-temps, Depréville et Ali ont été trouvés assez facilement, et là, ils vont avoir beaucoup de mal. Déjà parce que Ali est sorti, il a été remplacé par One, je crois que c'est ça. Il a été remplacé du coup, et c'est pas du tout les mêmes caractéristiques. C'est un joueur beaucoup plus de profondeur et moins de recevoir le ballon dans les pieds, de pouvoir orienter, de pouvoir organiser. Donc là déjà, on perd un peu cette position et cette demande dans l'espace entre les lignes. Et il n'y a que Depréville qui va l'apporter. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, l'intensité que vont mettre les Marseillais au pressing et la hauteur du pressing qui va être beaucoup plus élevée va obliger les Bordelais à faire des erreurs qui vont même apporter un but. Là, on voit le pressing. Là, vous voyez qu'il y a un joueur qui reste ici entre les deux centraux pour empêcher Pablo de jouer et vers le gardien et vers le central. Et il va finalement envoyer une balle dehors. En plus de ça, vous avez Sarr qui vient fermer sur Benito et donc qui est attentif et qui montre à Pablo, si tu joues sur lui, moi je suis déjà là, je vais récupérer le ballon. Et donc Pablo se trouve obligé de dégager le ballon en touche. Autre chose, c'est le nombre de joueurs qu'il y a. On s'est rendu compte que les Bordelais défendaient beaucoup sur un côté, sur le côté ballon. Donc ce qu'ils ont fait, les Marseillais, c'est construire ici avec beaucoup de joueurs et laisser un joueur ouvert pour balancer sur l'autre côté et laisser un joueur en 1 contre 1 de côté opposé ou parfois même en 1 contre 0 avec tout le couloir pour pouvoir attaquer.
Encore une fois, l'intensité du pressing marseillais, donc déjà pratiquement 2 joueurs dans la surface, un joueur qui empêche le milieu défensif de se retourner. Vous avez ici, je crois que c'est Sarr, qui est attentif à Benito et donc qui, pareil, montre aux adversaires, moi je suis là, si vous lui jouez sur lui, c'est terminé. Amavi fait la même chose avec Sabali sur son côté gauche. Et Camara reste proche de Depréville. Et vous voyez finalement que le remplaçant d'Adli va rester beaucoup plus haut et donc va être facilement contrôlable et par Alvaro et par Sakai qui va rester aussi un peu plus dans l'axe du terrain. Le pressing, et là on voit vraiment l'intensité du pressing. Vous voyez Payet qui est sur Koscielny et donc qui clairement, si le ballon va sur lui, il est là. Germain qui empêche toute relance vers Costil, Rongier qui ferme sur Pablo et qui l'empêche de jouer. Vous avez en plus Sanson qui couvre le milieu défensif, Sarr qui couvre le joueur ici, et même Sakai qui couvre ici. Donc vous avez une pression beaucoup plus importante, et surtout une pression qui empêche le joueur de faire la passe courte et longue. C'est-à-dire que là, Pablo, à part balancer en corner, ce qu'il aurait peut-être dû faire, parce que c'est l'action qui donne le but, il n'a absolument aucune solution. Et donc l'intelligence de Villas-Boas, c'est de dire à ses joueurs à la mi-temps, ok, ils construisent de derrière, et ben on va les empêcher, on va leur fermer les lignes de passe, et on va les empêcher de jouer entre la défense et le milieu de terrain, et on va annuler leur progression. Et vous voyez que là, par exemple, le pressing est également très intelligent. Et l'orientation du corps, encore une fois, là, le pressing, il n'est pas de face, mais de côté. C'est-à-dire que vous voyez déjà, Pablo a déjà changé ses appuis et s'est mis sur le côté. Et il ne peut jouer que dans cette zone-là. Et Germain le ferme dans cette zone-là. Et vous avez également Sarr qui fait exactement la même chose et qui est à nouveau attentif sur Benito et dire « Ok, t'es tourné vers là, moi je suis déjà là, si tu fais la passe, c'est fini. » Et on voit d'ailleurs... La passe a été faite à Benito et les deux joueurs sont déjà en position et au pressing sur Benito et Benito va perdre la balle tout de suite après. Petite nuance également, c'est le côté double pivot. On s'était rendu compte en première mi-temps que Camara était souvent trop esselé au milieu. Du coup, à la perte de la balle et sans ballon, il y a un des milieux défensifs, un des milieux centraux, pardon, qui vient s'aligner avec Camara pour couvrir les deux joueurs. Et là, vous voyez que les deux joueurs entre les lignes, alors qu'il n'y avait qu'un seul Marseillais en première mi-temps, il y en a deux maintenant et ils sont couverts et c'est beaucoup plus difficile de les toucher. Vous voyez à nouveau, ici, au lieu d'être comme en première mi-temps ici, on voit vraiment un espèce de 4-2-2 où les Marseillais couvrent totalement cette zone-là. Et en plus de ça, avec la sortie d'Adli, il n'y a plus de demande dans cette zone-là, donc beaucoup plus facile à couvrir. Mais tactiquement, Villas-Boas avait trouvé la clé. Donc voilà pour l'analyse. Villas-Boas a vraiment répondu très très bien à Paulo Sousa et a trouvé les clés pour battre ces Bordelais qui ont réussi malgré tout à maintenir leur style de jeu et à essayer de maintenir. Techniquement, les joueurs, on l'a vu avec Pablo, on l'a vu avec d'autres joueurs aussi qui techniquement sont un peu limités et n'arrive pas à trouver la passe sous pression. Et donc, le fait que Villas-Boas ait monté les lignes et dit aux joueurs, ok, vous les étouffez à la sortie, vous faites le pressing, vous les obligez à se fermer, à leur fermer les angles, parce que si vous avez tout le terrain, vous avez une, deux, trois options, droite, centre, gauche. Quand vous êtes fermé sur un côté, eh ben vous êtes fermé parce que d'un côté, vous avez la ligne de touche, vous avez donc la passe sur le couloir. Mais si vous étouffez bien cette zone-là, c'est terminé. C'est ce qui s'est passé, et c'est en tout cas ce que Villas-Boas a réussi à mettre en place, très très bien. Et Paulo Sousa n'a pas réussi à trouver, lui, la clé pour sortir du piège qu'a réussi à monter Villas-Boas à la mi-temps. Et donc, victoire assez logique de Marseille, qui a vraiment très très bien répondu. Et depuis le début de saison, Villas-Boas réussit toujours à trouver les clés tactiques pour répondre à ses adversaires. Et c'est très très fort. Donc, bravo en tout cas aux deux équipes, parce que ça a été un super match avec beaucoup d'actions, très tactique, très intelligent. Donc vraiment, ça a été un super choc de Ligue 1 ce week-end. J'espère que vous en avez profité et que vous avez aimé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse profiter de cette analyse. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager et à poser toutes les questions que vous voulez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt, les tacticiens et les tacticiennes. Ciao!